1808, on invente 3,9 le fusil à piston. Donc là, il y a une amorce. Tu vois, donc on charge toujours par la bouche, hein, pas par la culasse. Et là, où il y a le bassinet, où il y a un trou, il y a un tube sur lequel on va rajouter une amorce. Petite amorce. Et donc, ça, c'est du fulminate de mercure. Hein, c'est-à-dire, ça explose à l'impact. D'accord. Hein, et c'est toujours, les balles, c'est toujours du fulminate de mercure qu'il y a dans l'amorce maintenant. Hein. Donc on invente ça, et donc les fusils à piston seront utilisables en 1840 seulement dans l'armée. Tu vois, hein. Donc ça met du temps à se mettre en place, à fabriquer, et donc on transformera les platines, facilement les platines à silex en platines à piston. Voilà. Donc ça c'est le stade d'après. Et puis on va inventer 310, 1846, donc Monsieur Colt, qui invente c'est un américain. une arme à répétition qui sera utilisée par les officiers pendant toute la guerre des sécessions. Donc c'est pas une arme avec des cartouches en métallique. Hein. Donc ça, cette arme-là, déjà, donc on a le canon se plie, et donc on va charger le barrière, on va mettre la poudre dans chaque alvéole du barrière, Ouais. on va mettre la balle, là il y a un levier, non, on pousse la balle dans le barillet, hein, on graisse tout ça, donc là c'est pour recharger son truc, je te dis, c'est du boulot, hein. Voilà. Hein. Et donc sur chaque derrière ici, on va mettre des amorces, tu vois, en plus. Donc tu vas mettre ça, puis tu vas mettre les amorces. Donc pour charger son truc, il faut un bout de temps, tu vois. Bon, enfin, Ça, après, c'est Colt qui invente ça. On peut tirer 5 coups, mais avec le premier Colt, si tu veux, quand tu tires le chien, ça fait tourner le barillet. D'accord. Donc il faut toujours tirer le chien pour pouvoir tirer. Hein, tu envoies les cow-boys, ils sont comme ça, mais ils tirent avec le chien. Non, hein, tu peux pas, en tirant sur la détente, ça fait pas bouger le barillet. C'est le chien qui va tourner le barillet. Donc ça, c'est quand même une arme qui, 1846, voilà. Et puis qui va évoluer jusqu'au moment où on mettra des cartouches à l'arrière, tu vois. Hein. Donc ça, c'est Colt qui invente ça, Monsieur Colt, c'est ça? C'est Monsieur Colt qui invente la première arme à répétition. On fera des fusils comme ça aussi. Hein. Hein, des fusils à répétition. Donc c'est un Américain. Un Américain. Et donc là, il y a aussi la 311, le Pepperbox, la poivrière. Donc c'est à peu près à la même époque. Donc il y a plusieurs canons et on le tourne à la main. Tu vois? Donc tu as chargé tes 4 ou 5 canons, tu vois, tu tires, et puis pouf, tu tournes, tu tires, tu tournes, ça c'est l'arme du Far West, enfin les gens ils sont un peu très Far West. C'était pas cher ça. C'était pas cher du tout cette arme-là, on pouvait s'entretuer pour 3 fois rien. Donc, on va passer aux armes à chargement par la culasse rapidement. Donc le chasse-peau, hein, 1870. Hein. Alors, c'est pas exhaustif, hein, parce qu'il y a d'autres pays un peu avant, un peu après, mais le chasse-peau est intéressant parce que d'abord il y a eu des chansons, hein, sur la commune de Paris, hein,
on l'a tué à coups de chasse-peau, tu vois. Donc c'est un fusil célèbre et c'est aussi un fusil intéressant par sa munition. Donc le chasse-peau se charge par la culasse, mais encore une munition en carton. Tu vois? Une munition qui est entièrement en carton qui va brûler complètement. Il reste rien. Il n'y a pas d'éjection. Hein? Donc c'est un tube de carton, au bout il y a la balle, et à l'autre extrémité il y a l'amorce. D'accord. Et donc c'est une munition qui est très très compliquée à faire, et pendant la guerre de 70, les gens qui étaient munis de ce chasse-peau en avaient très très peu. Ah, ils n'avaient pas assez de balles, en fait. Ils n'avaient pas assez de munitions, et c'est aussi une des raisons importantes pour lesquelles on a perdu la guerre. Voilà. Donc ce type de munition, qui est l'ancêtre de la balle avec sa cartouche en cuivre, hein, sera utilisé dans la première mitrailleuse Gatling. Tu vas prendre 3,12. Donc ça, c'est une invention des Amerlocs, juste à la fin de la guerre des sécessions. On a vu ça dans les westerns. Oui, hein, on a déjà vu cette arme. Ouais. Bon, ça a duré pas mal de temps. Là, on voit au-dessus, il y a le chargeur avec, on met les balles en carton, hein, les mêmes. Elles sont en carton et elles descendent par gravité, et donc il y a tout un cycle. Celle du dessus reçoit, alors donc il y a l'ouverture de la chambre, recevoir la balle, fermer la chambre, et puis le tir se fait par le canon du dessous, et puis etc. Après on remonte et tu vois. Hein. Donc c'est ce cycle qui est fait par les canons. Il y en a 8 canons autour, et qui en tournant vont créer ce cycle. Et ça va durer très longtemps dans les armées du monde. Hein. Ça a massacré pas mal d'Indiens, notamment à Wounded Knee. La fameuse bataille de Wounded Knee, oui. Et donc ça va être utilisé contre les Espagnols pendant la guerre à Cuba, pendant la guerre entre l'Espagne et les États-Unis. Donc ça a beaucoup souffert. Hein. Ça tire 30 coups minutes à peu près. 30 coups minutes, ça va, c'est pas mal déjà. C'est déjà beaucoup. Hein. Donc là, on va voir après. Alors, il y a la version française, donc de mi-19e siècle, plutôt belge. Hein. C'est les Belges qui ont inventé ça. Donc là, on voit derrière, il y a une espèce de galette. Donc on a, il y a plusieurs canons dans le tube. Hein. Ouais. Il y a une vingtaine de canons. Donc on va mettre une galette dans laquelle on a mis toutes les balles. D'accord. Hein. C'est toujours des balles en carton. On les a mis là-dedans. Donc on va glisser la galette et après déclencher le tir par trou. Donc ça, ce sera contre les révolutionnaires de 1848. Ils vont se manger ce genre de mitrailleuse. Donc là, on va regarder la 315, donc les premiers types de cartouches avec la percussion par un ergot qui est au-dessus, donc le chien qui va venir, le même chien des autres armes, hein, qui va venir taper là-dessus. Puis au début, c'est toujours le chien qui vient de l'arme à silex. Ouais. Hein, et ici, avec la pastille de fulminate de mercure à l'intérieur. Hein, et il y en a le B, c'est on entoure la cartouche de fulminate, donc il faut taper dessus, mais ça on verra pas beaucoup. Et c'est surtout après en C, hein, ce sera un percuteur, une aiguille qui va mettre le feu aux poudres. Hein, voilà, donc ça va être une évolution. À la fin du 19e siècle, on va passer de là jusqu'à le chasse-peau va terminer en fusil gras. Le fusil gras, donc c'est un chasse-peau qui a une munition à percussion centrale et une munition en cuivre. Donc là,
vers la fin du 19e siècle, toutes les armes auront des munitions en cuivre. Voilà. Donc, ça va, ensuite, ça va aller très très vite, hein, qu'on va inventer, donc on va améliorer les mitrailleuses. Donc la première, c'est la Maxim, brevet américain, ou anglais plutôt, hein, à refroidissement par eau. Tu vois, dans les films, tu vois, quand un gros truc avec de la flotte, hein, un refroidissement par eau, ça a duré la guerre de 14, hein, la Maxime. Donc les Russes vont en faire une spéciale, tout de suite une spéciale qui part de la Maxime, mais qui vont fabriquer et améliorer sur roue. Donc la mitrailleuse de la Révolution d'octobre, hein. Parce qu'il faut la trimballer, donc hein, les Russes sont toujours aussi un peu avancés en armes à feu, mais nous, les Français, on a inventé à Saint-Denis la mitrailleuse Hotchkiss sur un brevet autrichien. C'est la première arme automatique qui utilise les gaz, comme la Kalachnikov, pour faire mouvoir la culasse. La Hotchkiss, c'est le recul de l'arme qui fait mouvoir le truc. Donc ça, ce sera la mitrailleuse légère de la guerre de 14. Et ça, c'est intéressant parce que durant la guerre de 14 commence un peu comme les guerres napoléoniennes, avec charge, baïonnette au canon, et vas-y, c'est la Furia Francese, tu vois. Les types, les Allemands, ils ont peur avec les mecs pantalons rouges, et puis ils chargent à la baïonnette, quoi. Hein, mais ces gens-là, ils vont pas durer avec tout de suite avec les mitrailleuses, avec les mitrailleuses et tout, et donc ça va faire la guerre de tranchées. Et donc la guerre de tranchées, c'est dû au fait de ces fameuses mitrailleuses, ça tire 100 coups minutes. 100 coups minutes, c'est 100 fantassins. Qu'est-ce qu'il a inventé Winchester? C'est vrai, on a vu Colt, mais Winchester, il a eu... Oui, bah je peux pas tout. Non, mais juste je te ferai un truc sur les armes, mais alors là, tu vois, là, je suis des moins de quart, je t'ai pas dit. On se fait déjà troller. On nous dit, ouais, vous êtes dans l'art de la guerre ou dans les armes. Voilà, bon, alors, donc on va essayer d'aller vite parce que, en fait, là, pour arriver à la mitrailleuse qui va complètement changer la configuration de la guerre et qui va en faire quelque chose de statique. Hein, parce qu'on va se manquer. Et donc, à partir de là, on va inventer le char d'assaut. Hein, à la fin de la guerre de 14, 1917. Donc, on va revenir, on va ressortir et on va revenir à une guerre de mouvement avec le char d'assaut. Hein, alors, le char d'assaut, les Français ont fait le char Renault, qui est un char léger et rapide, très efficace. Les Allemands ne réussiront pas à faire ce type de char. Et donc, le char va devenir l'âme des batailles parce que, en fait, on va pouvoir développer avec le char des stratégies de bataille. Hein. Avant, ce que j'avais oublié de dire, c'est que la guerre à partir de 1789 et de Napoléon, elle a changé de nature. Elle est devenue très mobile parce que on a créé des corps d'armée. Hein, des corps d'armée, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une armée commandée par un mec, ce sont des corps d'armée complètes, avec la cavalerie, l'artillerie, autonome, commandée par un général de corps d'armée. Et donc, les armées de la Révolution, de la République et de Napoléon seront très très souples pour pouvoir déplacer leurs différentes armées et créer des mouvements sur le champ de bataille, faire quelque chose d'extrêmement mobile. Hein. On se fait avoir quand même par les Anglais, quoi. Ouais. Hein, les Anglais, ils nous ont à ce jeu-là quand même à la fin. Il paraît que leurs fusils étaient meilleurs que les nôtres à Waterloo, qui rechargeaient plus vite. Ils rechargeaient plus vite, et puis Waterloo, c'est la moitié de la trahison, et puis voilà, quoi, c'est comme ça, mais on est toujours puni par où on pêche. Parce que justement, on parlait de
de la stratégie. Alors oui, c'est ce qu'on appelait la grande tactique. La grande tactique qui naît à la fin de l'Ancien Régime et en 1789, qui va être mise en place par les généraux révolutionnaires. Hein. Cette grande tactique, c'est que on va avoir ces corps d'armée et commencer à réfléchir comment on les met, quoi. C'est pas deux armées qu'on met face à face et qui se fusillent, quoi. Hein. Donc commence à avoir une stratégie militaire. D'accord. Voilà. Hein, c'est ce qu'on a appelé la grande tactique. Voilà. Donc après, donc c'est quoi l'avantage de Napoléon au début? Pourquoi il gagne toutes les guerres et puis après il perd? Alors l'avantage de Napoléon, c'est justement le fait de pouvoir déplacer rapidement ses armées sur le terrain. D'accord. Hein, en fonction de la situation. Donc il s'adapte tout de suite. Tu vois? Il s'adapte. Donc il a ses corps d'armée complets et dans chaque corps d'armée, il y a chacun a sa fonction. Et alors il y a beaucoup l'artillerie, hein, l'armée française et l'armée révolutionnaire utilisent beaucoup l'artillerie avec des canons Ribeauvale qui seront mis au point déjà dès la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire la standardisation du canon. Toutes les pièces sont standards, donc sont interchangeables. Hein. Des canons qui sont très rapides avec de chargement avec des boîtes à poudre. Tu vois, tu mets la poudre, tu vas pas verser, tu mets juste la boîte, tu mets le truc. Et donc ça va très très vite. Et donc on fera beaucoup de tirs de saturation d'artillerie sur l'ennemi, avec les premiers obus, ce qu'on appelle des obus, c'est-à-dire des boulets de canon à explosion. Hein, c'est Calderlos de Laclos, l'écrivain qui a inventé ça, le boulet explosif. Ah oui, c'est un écrivain qui a inventé ça. Les légions dangereuses. D'accord. Hein, oui, il a écrit les légions dangereuses, il a inventé le boulet explosif qui explose à l'impact. D'accord, et c'est ça, il a inventé à quelle époque ça? C'était au temps de la Révolution, quoi. D'accord. À peu près, ouais. C'est un Français? Un Français. Calderlos de Laclos, c'est bien français. Ah bah ça sonne bien français, ça. Il a écrit les légions dangereuses. Capderlos, on a eu un débat sur les prénoms. Voilà, donc il a inventé ça. Capderlos. Le cher homme. Donc cet avantage était dû à l'autonomie et à la mobilité des corps d'armée. Voilà. Hein, et puis pourquoi on a perdu? Parce que justement, Napoléon faisait de la grande tactique, mais lui, il ne faisait pas la guerre pour gagner la guerre. Il faisait la guerre pour gagner des batailles. Hein, et voilà le problème. Donc il n'avait pas de vue d'ensemble géostratégique. Hein, il partait à Austerlitz, il disait j'ai gagné, il était content, j'ai gagné à Austerlitz. Youpi, hein, mais là, hein, voilà, quand il s'est attaqué aux Russes, les Russes ils disent non, nous on ne gagne pas des batailles, on gagne la guerre. Mais il s'est fait avoir par les Russes, ça aussi c'était une folie parce qu'on est parti là-bas, alors justement, parce qu'on est dans les techniques d'art de guerre, contre les Russes, Napoléon il part avec sa grande armée, il pense qu'il va pouvoir en finir avec les Russes, quoi. Mais les Russes, ils font comme ce qu'ils ont fait. Comme d'habitude. Ils feront 50 ans plus tard. C'est-à-dire, Napoléon n'arrive pas à les combattre, il les voit jamais, en fait. Oui, jamais. Comme Hitler, il se retire, puis je crois que les Russes, en plus, font la terre brûlée, c'est ça, ils brûlent sur leur passage. Ouais. Donc finalement, ils arrivent à Moscou, ils semblent dans une ville vide. Les Russes mettent eux-mêmes le feu à Moscou. Parce qu'on a dit que c'était les Français, mais après, en fait, l'histoire a montré que c'était pas du tout les Français, c'est les Russes eux-mêmes qui mettent le feu à la ville pour forcer justement les Français à partir. Et là, ensuite aller les piquer, puis là c'est l'échec, puisque là on revient, on est en pleine déroute, si j'ose dire. Ah bah oui. Alors je voulais parler aussi de la Seconde Guerre mondiale et des tactiques. Ah bah parlons-en un peu. Parce qu'on n'a plus que 10 minutes. Ouais. Mais et donc je voulais parler de la guerre du Donbass et de Strelkov, puisque c'est pareil. Bah c'est lié alors. Voilà, quand Strelkov il dit on va partir de Slaviansk et de Kramatorsk, il tire les bras au ciel, tu parles. Donc c'est toujours cette fameuse tactique de retrait, parce que les Russes, c'est quasiment une idéologie. Ils ont théorisé ça. Hein, de gagner la guerre. On peut gagner la guerre en perdant des batailles.
on peut gagner la guerre en perdant des batailles. Hein, ça, c'est tout leur truc. Et donc ça, c'est pas facile à imaginer pour un chef militaire. C'est très très difficile. Hein, de dire on va perdre des batailles, on va tout cramer devant, on va reculer, on va reculer, et puis jusqu'à se mettre sur une position défensive, et c'est dans cette position défensive, inexpugnable, où l'ennemi, il va épuiser ses forces sans arrêt. Ce qui s'est passé avec les Allemands, on peut dire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Partout, à Stalingrad, ils ont fixé l'armée allemande à Stalingrad, et ils se sont épuisés, comme ces connards du Krenios, ils s'épuisent sur les défenses de Donetsk et de Lugansk, et ils envoient des brigades mécanisées sans arrêt qui sont détruites à chaque fois. Hein. Et puis, ils laissent passer un petit couloir. Et là, ils disent, ah ouais, ben, le couloir est enfoncé, mais c'est un couloir. Et c'est le couloir de la mort. Parce que le problème, c'est qu'une brigade mécanisée, hein, donc là, c'est un concept aussi qui est important, parce qu'au début de la guerre de 14, il y avait à peu près 15% de gens qui étaient à l'approvisionnement, à l'intendance, tu vois, et la plupart c'était les troupes de choc. À la fin de la guerre de 14, c'est moitié-moitié. Dans une guerre aujourd'hui, c'est les 3/4 qui sont dans l'approvisionnement. Oui. Hein, parce que quand tu as une brigade mécanisée, d'abord avec des engins qui tirent 100 balles à la minute, des lance-roquettes qui t'en tirent 10, chacune pèse près d'une tonne, que tu as le carburant qu'il faut, c'est-à-dire que derrière, il y a l'importance extraordinaire de l'approvisionnement. Donc le coup, c'est quand tu coupes ça à une armée, ben, elle ne sert plus à rien. Ouais. Plus de carburant, plus de quoi bouffer, plus de munitions. Donc toute la technique russe, c'est de couper l'intendance, de couper ça, et quand ils laissent les Allemands rentrer en Russie, ils rentrent, ah putain, ils y vont, il n'y a personne. Mais derrière, mais ils se font derrière, il n'y a personne non plus. Ah, la grande phrase, alors vous allez me la retrouver, la citation du grand général allemand qui dit pas d'ennemis devant et mes lignes, plus de lignes derrière. C'est-à-dire qu'il a avancé comme ça en territoire russe et les Russes s'en vont. Et il avance, je crois, de 1500 km. Il n'y a pas de Russes, il ne croise personne. Il est content, il dit j'ai gagné, mais un manque de peau, il n'a rien gagné du tout. Ah non, les Russes sont pas loin. Voilà. Et on me dit, alors justement, en parlant de Russes et puisqu'on a parlé un peu du Donbass, mais on me dit, c'est vrai, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles des Français engagés bénévolement parce que beaucoup de gens les suivent. Hein, ça fait un moment. Alors là, ils sont au combat. Ils sont partis au combat. Hein. Donc, il y a une partie qui est dans un groupe qu'on appelle un groupe d'éclaireurs, c'est un nom particulier. Ce sont des... Oh, j'ai oublié le nom, puis à cette heure-là... hein. Donc, ce sont des groupes qui sont chargés de l'éclairage et du sabotage. C'est de l'éclairage attaque. Hein. Voilà. C'est comme des petits groupes de partisans qui vont derrière l'ennemi, qui vont renseigner, mais en même temps, qui vont saboter et attaquer, et surtout s'attaquer aux lignes d'approvisionnement. Hein. Tu vois, aux camions qui ramènent les munitions. Bon, donc les professionnels, ils sont dans ce groupe-là, les anciens paras, et les moins aguerris, ils ont été mis dans la défense statique de tranchées. Hein, puisque, d'une part, les Ukrainiens, il y a 3-4 jours, ils ont lancé une offensive. Et là, j'ai appris aujourd'hui, c'est que les forces armées de Novorossiya, eux, ont lancé une contre-offensive. Donc nos chers camarades, ça fait 3-4 jours qu'on n'a pas de nouvelles. Ils sont au combat. Voilà. Donc on suit. On suit. En ce moment, ils sont au combat. Voilà, c'est tout. Et
voilà aussi, sans creuser non plus, mais la situation sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut en dire actuellement? Alors, d'abord, on sait que pendant une guerre, le premier mort, c'est la vérité. Hein, je sais pas, oui, c'est le célèbre adage, vous avez retrouvé aussi. Donc, connaître réellement la situation sur le terrain n'est pas simple. Donc on sait qu'il y a eu plusieurs phases. Hein. Il y a eu la phase avant, c'était avant le 23 ou 24 août, où une grande offensive ukrainienne, hein, puis une restriction de la zone avec la perte de Slaviansk et de Kramatorsk, donc c'était début juillet. Et puis ensuite, il y a eu une offensive généralisée des forces armées de Novorossiya, qui sont partis jusqu'à la mer d'Azov et qui ont failli prendre Mariupol, au sud. Oui. Tu vois, hein, et c'est là qu'on leur dit oh, non, non, les mecs arrêtez tout, les Russes ont dit arrêtez tout, c'est des accords de Minsk. Donc là, les commandants, ils n'étaient pas contents, mais ils ont tout arrêté. Et c'était la trêve. Mais une fausse trêve. Et pendant cette trêve, ils ont continué à se faire bombarder. Tu vois, et notamment à partir de l'aéroport de Donetsk. Donc ils ont pris l'aéroport de Donetsk. Mais les Ukrainiens ont refait une contre-offensive pour essayer de reprendre l'aéroport de Donetsk. Donc il y a eu une grosse bagarre autour de l'aéroport de Donetsk et ils ont vu arriver des quantités d'armement arriver du côté ukrainien. Donc là, ils se sont dit, les autres, ils nous ont couillonnés avec la paix de Minsk. Et donc, en fait, ils se réorganisent parce qu'ils ont perdu des brigades mécanisées en wagon. Hein, ils ont perdu plusieurs milliers de morts, les Ukrainiens. Et donc ils sont en train de se réorganiser. Et puis, donc, voyant ça, les forces armées de Novorossiya, il y a Strelkov qui a... Bon, il n'y est plus, il était viré, lui, mais il en parle souvent, et il dit, mais non, mais si la Russie perd la Novorossiya, la Russie va perdre la Crimée, et puis c'est mort, quoi. Ouais. Voilà. Donc il a dit, il faut que la Russie fasse quand même un petit effort, parce que là, les Russes, ils ont fait le minimum syndical, hein, minimum. Hein. Ouais, parce qu'on me dit, est-ce que les forces du Donbass vont-elles finalement monter sur Kiev? Alors là, déjà, l'objectif, c'est Slaviansk, Kramatorsk et Mariupol, qui se sont donnés. Hein, voilà. Okay. Hein. Mais il faut faire attention, parce que je voulais parler de la 4G et de la guerre virtuelle. Quand tu t'annonces des objectifs et que tu les... Alors un mot quand même, parce que ça c'est important, parce que ça fait partie des nouvelles stratégies de guerre, c'est qu'aujourd'hui la guerre, on va dire, il n'y a pas que les armes. Aujourd'hui on a ajouté une nouvelle arme, on va dire... on ne peut plus efficace, c'est l'arme de la communication des médias. Ouais, on est en train de faire la guerre. On est en train de faire la guerre. Voilà, donc finalement la guerre elle a changé de forme. Au même titre que les autres. Qu'on appelle les guerres de 4e génération. Les guerres de 4e génération. Et on voit, par exemple, l'exemple, c'est la guerre contre le Hezbollah, hein, oui. où Israël a communiqué énormément en disant, nous, on va en finir avec le Hezbollah. C'est terminé, donc on va rentrer avec nos Merkava qui sont imbattables, et puis ils sont rentrés au maximum de 7 km au Liban. Et puis point, et donc, eux, ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre, on peut le dire. Mais même eux l'admettent, hein, ils le disent clairement, c'est une défaite. Alors, même le pire, même à Gaza, il y a peu de temps. Ils ont dit, nous, on va niquer complètement le Hamas et leur souterrain et machin. Et non, ils ont mis un paquet pas croyable contre Gaza. Ils ont tout rasé. Et puis, ils sont partis la queue basse. Donc, ils ont pas gagné la guerre. Donc le problème, c'est que maintenant, la guerre, elle se gagne que si c'est admis par l'ensemble médiatique que tu as gagné ou que tu as perdu. Oui, hein, tu vois le problème. Hein, donc c'est l'impression qui importe dans la réalité. Et cette impression, en fait, elle fait gagner l'avantage politique.
Ça veut dire que les guerres, par exemple, de 4e génération qu'on a vécues récemment, on peut parler de la Libye, de la Syrie, de le Kosovo, toutes ces guerres-là sont vraiment les guerres d'Irak, guerres de 4e génération. Toutes les guerres modernes sont des guerres, en fait, qui se sont faites avec le média, le fait de commencer, comme j'ai dit dans plusieurs articles, on fait une préparation médiatique comme une préparation d'artillerie. Donc on va commencer par dire, machin c'est un dictateur, c'est un fasciste, il massacre son peuple, la preuve, vous voyez. Ouais, voilà, toute l'opération est menée avec les médias. Voilà, t'emmènes BHL. Il a beaucoup travaillé, Thierry Messant, il a beaucoup travaillé dessus, puisque lui, il a débunké un certain nombre de... surtout la Libye, on a vu le travail incroyable de manipulation. Il nous avait prévenu des fausses images qu'on a vues. Des fausses images en studio. Tournées en studio. Parce que j'ai eu cette discussion ici. Bon, il y en a qui étaient encore sceptiques, qui n'étaient pas au courant, donc j'en profite que tu sois là pour bien te faire confirmer. Toi aussi tu connais cette affaire. Il y a eu des fausses images, il y en a eu pour la Syrie aussi, ça a été un peu moins débunké, mais il y en a eu aussi, semble-t-il. Parce que là, nous on fait la guerre, c'est-à-dire nous on dévoile toutes leurs conneries sans arrêt. C'est pour ça que moi de communiste et d'extrême gauche je suis passé à fasciste. Je sais pas si tu es au courant. Ah bah oui, il y a des articles. Non, je suis nazi. Nazi, quasiment, je suis nazi. Donc je suis un nazi, je suis un vrai nazi, parce que je soutiens des gens qui vont justement combattre le nazisme véritable. Alors c'est quand même, curieux. On porte des rubans tout à l'heure. Voilà. Le ruban de Saint-Georges, signez-vous. Voilà, et donc on voit que le média rentre dans une donnée particulière, dans toute la diabolisation de Poutine, qui a eu des articles ils passent leur vie à faire du Poutine bashing, comme on dit. Sans arrêt, et donc c'est pour ça que la guerre au bout du fusil et la guerre médiatique, c'est un peu la même. C'est pour ça que moi, j'ai soutenu ces petits jeunes qui sont partis là-bas et qui sont venus me voir. Oui, on veut aller là-bas, et que je leur ai montré comment se démonter une calache, et que finalement, ils y ont été. Je suis un peu responsable aussi, et que, en fait, moi, je fais un peu les deux, quoi, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, tu fais les deux. Tu fais les deux. Et comme Strelkov aussi, il fait les deux. Tu veux nous entraîner dans des commandos, Quand tu vois Strelkov, on sait très bien. Strelkov, tu peux voir quand il lève les bras au ciel, il dit ouais, ça va pas, on va perdre, il se répand dans les médias. Tu vois, c'est que c'est bon signe. Ah ouais. Tu vois, mais ça, c'est russe. Ah ouais. C'est typiquement russe. Mais non, mais les Russes, ils sont extraordinaires. C'est dire, ah ouais, je vais perdre, voilà. Mais c'est un truc, tu vois, les autres, ils vont s'engouffrer dans le piège. Tu vois, ils sont extraordinaires, sérieux. On me dit, oh, la queue entre les jambes, c'est antisémite. Bon, évidemment, c'est une blague. On me dit, t'as dit la queue entre les jambes, Israël est reparti la queue entre les jambes. Ils disent, c'est antisémite de dire ça. Bon, mais il blague, c'est normal. Juif, ah bah t'as le droit, alors. Je peux dire que les sionards, c'est des salopards. T'as le droit, t'auras pas de problème. Et on me demande je suis un juif nazi, quand même. Et alors, attends, l'autre connasse de Black Track, elle m'a dit... je ne crois pas, non, vous n'êtes pas juif, je crois pas, c'est faux, vous pouvez pas être juif. Ah ouais? Ah ouais, elle m'a dit ça, ouais. Ils sont énormes, les gens. Non, c'est pas possible. Il faut que ça corresponde à ce qu'ils ont. Hein. Ils sont malades. Ah ouais, malades. On me demande d'ailleurs, c'est vrai que... bon, on peut l'expliquer, tu me demandes c'est quoi vraiment le rapport direct ou indirect avec la France et les combats que mènent ces Français engagés. En fait, pourquoi ces Français sont partis très bonne question. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir posé. Hein, en fait, là, on se bat contre l'impérialisme. On a le même ennemi. Et on a des gens, les Novorossiens, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, on ne veut pas de votre truc. De l'Union Européenne, l'OTAN, les PD, tout le bazar. Nous, on n'en veut pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit, nous? Nous, on a dit, nous, on est soumis, nous. Nous, on dit c'est ok, c'est très bien, ça va, ça marche pour nous. On n'a aucune indépendance, on a une économie qui s'écroule parce qu'on n'est pas indépendant, on paye un tribut énorme au système financier, hein, on n'a plus d'industrie, on n'a plus que dalle, et évidemment, on ne nous fait pas la guerre, et on ne fait pas la guerre. Eh ben, les Novorossiens, c'est les premiers à avoir dit, nous, on ne veut pas être dans votre truc. Et non seulement on ne veut pas être, mais on va prendre les armes et on va peut-être même en mourir. Mais on ne sera pas dans votre saloperie d'Union européenne. Tu vois? Alors nous,
Nous, c'est à prendre l'exemple sur eux, quoi. C'est tout. Ouais. Hein, c'est la première fois au monde où des gens, ils prennent les armes pour pas être dans ce truc. Hein, on va pas redéfinir ce que c'est que le truc. Non, mais c'est très bien. Bah, non, mais justement, tout le monde le sait ce que c'est que le truc. Sûr, hein, avec, non, mais justement, je pense que c'est une bonne question, tu vois, pour le truc pour se mettre dans le trou du cul. Je pense que, tu vois, pour résumer... L'anal, machin, plug. Ah, le plug de Anne Hidalgo et de la Noé, on ne sait pas. Voilà, le truc, vous faites tous enculer, mais c'est presque... Si tu veux, c'est symbolique. D'ailleurs, il y a des gens qui cherchent à se engager. Alors là, on va tourner à Non, mais on n'engage plus. Hein. Bah, ah bon, parce qu'ils disent, faut-il avoir... Non, les Russes, ils laissent plus passer les volontaires. Ah, d'accord. Non, ils peuvent envoyer de l'argent sur le compte de Novopol, qu'ils aillent sur le site de Svetlana Ah ouais, il faudrait dire le nom, on me l'a demandé pour avoir des nouvelles, c'est vrai. Il faudrait juste donner le nom de son site. Svetlana Kiselyeva. Donc on a créé une association qui s'appelle Novopol, ou sur le site d'André Chanclus. Ouais. Hein, ou le mien, je vais mettre tout ça. Bah, mets des infos toi aussi sur ta page Facebook parce qu'elle est bien sur elle est bien. Alors, voilà, on a essayé d'envoyer des colis, mais les colis n'arrivent pas. C'est un gros problème. Maintenant, on envoie le pognon à Pavel Goubarev, point à la ligne, et lui il se démerde. Voilà, il a besoin de pognon et c'est tout. C'est tout ce qu'on a pu faire qui fait avancer les choses. Quand on voit un colis, le coût du transport, c'est plus cher que ce qu'il y a dans le colis. Alors, c'est pas la peine, c'est des coûts faramineux. Ouais, des coûts pour rien. Hein, voilà, on me dit juif, nazi et homophobe, bravo, carton plein. Bravo Alain, carton plein. Je suis pas homophobe, je suis pote de Thierry Messant qui est homosexuel. Je suis pas homophobe. Non, parce que comme t'as dit les PD, on ne veut pas des PD, l'Union Européenne. Mais non, mais c'est pas ça le problème. Tu vois bien qu'eux, ils en font une idéologie. Mais bien sûr, non, mais que chacun fasse ce qu'il veut. Je le connais, il troll. Que chacun fasse ce qu'il veut dans sa chambre. Moi, je suis pas contre, mais qu'on en fasse une idéologie de ce truc-là, on voit bien que ça colle pas. Bien sûr. Bon. Mais je vais pas faire un dessin. Non, mais bon, ils trollent un peu, c'est normal. Ils ont le droit de troller un peu à cette heure-là. Hein, ils ont le droit, ils trollent un peu. Ils nous trollent un peu. Ils ont été gentils en plus, franchement. Ils ont été. D'ailleurs, ils te disent, toi aussi, mais Alain, il a assuré ce soir, il était gentil et tout. Alain, c'était très cool ce soir, merci et tout. Ils sont, tu vois, ça va aujourd'hui. Je crois que c'est là-dessus que j'ai passé de l'encens dans toute la pièce, tu vois. J'ai fait partir tous les mauvais esprits. Et tout se passe à merveille. En tout cas, merci Alain. Mais moi, arrivé à cette heure-là, je suis un peu dans les... Bah, j'avoue, il est tard. Et eux aussi, ils sont fatigués. Voilà. Je suis pas homophobe, je suis pote de Thierry, mais sans bord de rire. C'est Killuminati qui nous dit ça. Bon, bah, mon cher Killuminati, Julio, Nasra la Pote Dragon, LFT Rouge, Liberty, Jean-Luc, Eurasien, Alex B, Lariou, GG, Victor Noubnoub, Raph, Harlem Délire, il y en a qui ont des bons noms d'écus, A17, RNUI, Pipo, Frisky, Psychotix, Don de Sanus, Autonomie, etc. Eurasien bien sûr, Erwan, toute l'équipe. Bah les gars, merci à la régie, bien sûr, merci à tout le monde, merci à ceux qui se cachent, qui sont cachés là-bas derrière. J'ai vu des têtes, je sais pas qui est là exactement. Voilà, on me dit il y a des gens, bonjour aux gens. en tout cas, vous savez très bien une chose, c'est que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. C'est une certainement mitrailleuse Hotchkiss fabriquée à Saint-Denis. Ah bah. Ouais, bah, tu veux pas nous monter des mitrailleuses, c'est ça? Donc, on se retrouve bien évidemment demain avec les gueules de WAP. Vous voyez, déjà, nous on a la gueule de WAP, c'est aujourd'hui. Et ben ils seront là demain. Ah ciao, à demain, à vous la régie.